Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et il y a de quoi être dans tous ces états. D'abord, une minute de légèreté avec un prêtre gilet jaune qui, dans une église, a fait chanter des petits slogans anti-macroniens assez forts. Mais enfin, je trouve que la punition n'était pas à la hauteur, a été beaucoup trop grave, je crois, face à la provocation. On en parlera, mais surtout, on va parler du sort des chrétiens d'Orient avec son fondateur et directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Où en est cette tragédie, parce qu'il faut parler de tragédie, où en est aujourd'hui, entre la peur et l'espoir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Oui, Boris Vian envoyait une lettre au président. Eh bien, l'abbé d'une église du Planquet dans l'Eure, eh bien lui, l'abbé Francis Michel, lui, il n'a pas fait ça du tout. Eh bien, il y a une vidéo tournée donc dans l'église du Planquet dans l'Eure, et il faut que je dise, il a fait chanter ses fidèles, et voilà ce qu'ils ont notamment chanté. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. Oui, bon, écoutez, c'était ce qu'on chantait dans les stades de football, effectivement pas tellement dans les églises. Alors cette vidéo a été tournée le dimanche 2 juin, bon... Je dis pas que c'est particulièrement respectable, mais enfin, en plus, il n'y a pas mort du pécheur. Hein ? C'est pas très catholique, comme on dit. Non, c'est pas très catholique. Enfin, est-ce qu'il y a la mort du pécheur par rapport à ça ? Mais ça a fait du bruit. Alors, et ça a fait du bruit. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État en charge des collectivités, chacun sa place, mon père, invoquer la laïcité, la loi de 1905... Bon, il est comme ça, l'abbé Francis Michel, il a soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Il a notamment affublé une sculpture de Jésus d'un gilet jaune et planté 12 croix sur un rond-point de Bernay en hommage aux protestataires morts depuis le début du mouvement. Voilà, il a été suspendu, c'est un prêtre un peu rebelle. Enfin bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'à saisir la justice, comme a fait le préfet de l'Eure, saisir la procureure de la République au titre de l'article 40, qui verront les poursuites engagées. Enfin, il n'a ni blasphémé, ni il y a eu quelques insultes. Enfin, c'est peut-être pas pour le moins déplacé. Enfin, j'espère franchement qu'il ne va pas faire ni de la prison, ni de payer des fortes amendes, parce que il y a des crimes beaucoup plus graves. Si d'ailleurs on ne peut pas parler de crimes ici, il y a des faits beaucoup plus graves. Donc franchement, allez, soyez un peu clément et miséricordieux, monsieur le préfet de l'Eure et le procureur de la République. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, pour le livre Entretien au secours des chrétiens d'Orient. C'est aux éditions Via Romana. Alors, bonjour Benjamin Blanchard, bonjour, je suis content de vous recevoir. Vous avez fait ce livre donc avec Charles de Meyer et avec la journaliste de Valeurs Actuelles Charlotte Dornelas, que j'ai lu et qui est très intéressant parce que vous, effectivement, ça fait des années que vous êtes sur le terrain avec l'association. Il y a beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, j'étais allé en Syrie, effectivement, oui, novembre 2015. Voilà, absolument, novembre 2015, juste au moment, d'ailleurs, des attentats du Bataclan. Ah oui, je me souviens très bien. J'étais allé, je crois, en mars 2015 déjà, une première fois, mais enfin, c'était toujours dans le cadre de SOS Chrétiens d'Orient. Et alors bon, on ne va pas refaire cette historique qui est assez tragique. On sait très bien combien étaient les chrétiens. D'ailleurs, les chrétiens d'Orient étaient avant beaucoup de monde, je dirais, puisque le Christ, on sait très bien où il est né. S'il n'est pas né en Orient, il serait né où ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Où en est-on ? Effectivement, il y a eu une période
extrêmement tragique, d'ailleurs qui continue quelque part, mais en même temps, il y a des signes d'espoir, vous le racontez. Alors, où en est-on, Benjamin Blanchard ? Alors c'est vrai que je travaille là-bas avec toutes les équipes de SOS Chrétien d'Orient depuis 2013, donc on a vraiment connu les pires moments, donc 2013, 2014, 2015, on peut se souvenir que Daesh quand même occupait pratiquement la moitié de l'Irak et aussi une bonne moitié de la Syrie. Ouais. Quand en Syrie, le reste de la Syrie était en partie occupé par d'autres groupes plus ou moins islamistes comme Al-Qaïda, Al-Nusra, qu'on considérait comme valable d'ailleurs à l'époque. Enfin, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, quand même, la situation s'est améliorée. Alors, on ne peut pas dire que ça aille bien, mais quand même, Daesh a été plus ou moins éliminé. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, actuellement, Daesh ne contrôle plus de grandes villes ni de grandes zones en Irak. En Syrie également, la situation s'est améliorée, mais on peut dire qu'il reste quand même de gros problèmes. D'une part, la crise de confiance entre les chrétiens et la majorité de la population, elle est entière, notamment en Irak. Les gens, ils ont été chassés de chez eux par leurs voisins quand même. Donc c'est vrai qu'on va... il y a eu dénonciation, il y a eu tout cela. Enfin, le gouvernement irakien leur demande de rentrer chez eux. Je pense qu'ils vont y réfléchir à 2 fois avant de rentrer à Mossoul. Dans les villes en majorité chrétienne, il n'y a pas de gros problème. Ils rentrent à Karakosh, dans la plaine de Niv. Ils sont en train de rentrer. Karakosh a plus ou moins retrouvé les 2 tiers de ses habitants. C'était la grande ville chrétienne de la plaine de Niv. Mais Mossoul, où les chrétiens sont une infime minorité, ils n'osent pas rentrer. Mais on les comprend, ils ont été chassés de chez eux par leurs voisins. Quelle garantie ont-ils que s'ils rentrent, ils ne vont pas être chassés de nouveau ? Et puis en Syrie, la crise économique est énorme, notamment due aux sanctions économiques contre la Syrie, avec toujours l'agenda des Occidentaux qui veulent provoquer un changement de régime. Alors cette fois, c'est plus par la guerre, mais par les sanctions économiques. Et en fait, comme d'habitude, qui paye le prix de ces sanctions ? Rassurez-vous, ce ne sont pas les ministres du gouvernement syrien, ce n'est pas le président syrien, c'est pas Bachar el-Assad, c'est la population. Ouais. Et alors justement, comment ça se passe quand même ? Parce que les chrétiens d'Orient ont vécu un traumatisme quand même, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, sans parler des massacres et tout ça, les gens étaient obligés de... Combien en fait, vous avez les chiffres, Benjamin Blanchard ? Juste, je ne sais pas, mais je ne vous demande pas... à l'être humain près, à la personne près, combien étaient-ils il y a encore 30 ans ? Combien sont-ils aujourd'hui ? Alors vraiment, ça dépend des pays. Alors si on parle de l'Irak, puisqu'on parlait de Daesh, on dit que... il y a 30 ans, j'étais pas là, mais c'était quand j'étais né, mais je n'étais pas sur le terrain. On parle de 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, les chiffres qui me semblent les plus réalistes, on serait autour de 200-250 000. Il y a même un évêque qui a parlé de 150 000. Ça me semble un peu bas par rapport à ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même pas mal de villages où il y a encore des chrétiens, mais 200-250 000 me semble un chiffre assez réaliste par rapport à l'Irak. Concernant la Syrie, il y a eu également une forte hémorragie. En chiffres absolus. Après, en pourcentage, l'hémorragie est peut-être moins importante, parce qu'il faut bien penser qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui ont quitté la Syrie. Sûr. On parle de 6 à 7 millions de réfugiés en dehors de la Syrie. Et 1,5 million au Liban, parlant de réfugiés syriens au Liban. Donc en pourcentage, le pourcentage de chrétiens en Syrie, qui était peut-être de 8% avant la guerre, ou de 9%, a peut-être baissé à 6-7%, mais pas tellement moins, selon moi. Et là encore, c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Il y a aussi des gens qui ont quitté chez eux pour aller se réfugier sur la côte syrienne, donc ils sont toujours en Syrie. Il y a des gens qui sont partis au Liban, mais qui font l'aller-retour entre la Syrie et le Liban, ou qui peut-être sont en phase de retour. Donc c'est toujours un peu difficile, mais la situation est grave, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Après, il y a des pays où la situation est très différente, bien que très inquiétante, notamment l'Égypte, où là, la démographie pour les chrétiens a été plutôt favorable ces dernières décennies, parce qu'il faut dire qu'aussi les chrétiens sont très très pauvres, ce sont les plus pauvres de la population. Et les Coptes, enfin ce qu'on appelle les Coptes. Et donc c'est vrai qu'il y a une démographie très importante. Il y a 10% de la population est copte en Égypte. Peut-être même plus, on parle plutôt de 15% maintenant, mais il y a une démographie absolument galopante. Dans les bidonvilles, ils sont à 7, 8, 9 enfants par famille. Donc c'est vrai que la démographie est plutôt en faveur des chrétiens en Égypte. Et puis on parle également, alors tout ça est secret, sous le manteau, mais de beaucoup de conversions, de plusieurs centaines de milliers de musulmans qui se seraient fait baptiser. Qui se chiffreraient par plusieurs centaines de milliers. Oui, exactement, mais après tout ça c'est caché, puisque bien sûr c'est interdit, c'est dangereux, etc. Donc en Égypte, la situation est un peu différente, mais elle est d'autant plus inquiétante, voire plus inquiétante, parce que là-bas, il y a vraiment une emprise des frères musulmans sur la société, dans tous les... Malgré quand même que Sisi essaye, le maréchal Sisi, apparemment, essaye de jubiler. C'est difficile pour l'État, puisque la société est vraiment sous emprise des frères musulmans, et on le voit, c'est une société très fondamentaliste, en fait, beaucoup plus peut-être que l'Irak ou la Syrie. Alors justement,
revenons à SOS Chrétiens d'Orient. Ça fait donc 6 ans que vous êtes sur le terrain. Votre mission, je voudrais le rappeler aux éditeurs de Sud Radio, consiste à quoi? À amener, à aider, que ce soit dans le domaine matériel, éducationnel. Quelle est votre mission? Voilà, l'idée de départ, c'était d'aider au maintien de la présence chrétienne au Proche-Orient. Alors, il ne s'agit pas de forcer les gens, hein, on n'est pas là pour enchaîner les gens sur place, mais il se trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir ou d'autres qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la situation, etc. Et donc, c'est d'aider ceux-là à rester sur place et à avoir une vie décente. Et donc, ça passe par plusieurs choses. Bien sûr, une aide caritative, une aide matérielle. Et donc, là-dessus, on va travailler aussi bien dans l'aide d'urgence quand c'était nécessaire, quand Daesh occupait des villes entières et que les gens étaient réfugiés. Aide médicale, aide exactement. On a déjà livré pour 6 millions d'euros de médicaments à la Syrie. Alors, si vous vous souvenez, le gouvernement français avait fait un geste l'an dernier, avait envoyé 500 000 euros de médicaments. Nous, SOS Chrétiens d'Orient, on a déjà envoyé pour 6 millions d'euros de médicaments pour les hôpitaux syriens. On a également construit des hôpitaux de campagne. On aide à reconstruire des écoles. Et puis, on aide beaucoup les gens à reconstruire leur maison et leur outils de travail. Donc, commerce, artisanat, et shop pour l'artisanat, petite usine, etc. Et puis, également, on a un gros travail culturel, notamment pour la francophonie, parce qu'on est fermement convaincu de l'importance de la francophonie dans le monde et en particulier au Proche-Orient. Et donc, on travaille beaucoup à ça, soit en soutien dans les écoles francophones, soit carrément, on a créé, par exemple, à Alep, un centre culturel qui enseigne le français, l'italien, parce qu'on a créé une association italienne, pas l'anglais, désolé, et puis également la musique, les arts plastiques, le taillage de pierre, etc. On va continuer à en parler avec Benjamin Blanchard, SOS Chrétiens d'Orient, le travail qu'ils font en Syrie, en Irak et ailleurs. Et Youssef, qui nous suit en vidéo sur Facebook, nous dit « Les dictatures chassent les chrétiens », c'est connu. Sud Radio, midi 42, Berkoff dans tous ses états jusqu'à 13h. André reçoit Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, pour son livre « Au secours des chrétiens d'Orient » aux éditions Via Romana. À tout de suite. Sur carrefour.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Midi 46 sur Sud Radio, nous sommes avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, pour le livre entretien qu'il coécrit Au secours des chrétiens d'Orient. C'est aux éditions Via Romana. Alors Benjamin Blanchard, en fait, on peut se poser la question de savoir si, grosso modo, vous battez, et heureusement vous battez, d'autres associations se battent, il y a une nécessité absolue effectivement d'une sauvegarde civilisationnelle, culturelle et cultuelle, et c'est fondamental. Sinon, on parle ici de la diversité, et s'il n'y a pas de diversité, on parle de quoi? Mais est-ce que, à part le Liban et peut-être l'Égypte, est-ce que le sort des chrétiens d'Orient n'est pas plus ou moins jeté? Je ne sais pas, on pourra en reparler dans 10 ans. J'espère que non, si on se bouge et si on travaille pour les aider à rester sur place, c'est bien qu'on y croit quand même. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter, et à horizon humain, c'est quand même pas très bien parti. Et alors, comment vous jugez les puissances occidentales? Enfin, elles font vraiment ce qu'il faut faire, ou vous avez l'impression que, vous disent bravo, enfin, ils laissent faire les associations, etc. Mais à votre avis, parce qu'ils ont quand même des moyens, d'autres moyens que vous et que d'autres, est-ce qu'ils font ce qu'il faut faire, ou ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche? Alors en fait, il y a eu en parole et symboliquement, il y a quand même eu des actions, il y a eu une prise de conscience. C'est vrai qu'en 2013, on ne voyait pas ça. Par exemple, en 2013, il était impossible d'entendre parler, à l'époque c'était le gouvernement de François Hollande, sous la présidence de François Hollande, on ne mentionnait pas les chrétiens, on parlait des minorités, parce que ça écorchait la bouche. On ne disait même pas chrétien. Oui, alors petit à petit, le mot chrétien s'est aussi imposé. Il n'y a pas que les chrétiens, les yazidis ont beaucoup souffert, même d'autres minorités musulmanes, etc. Mais il y a aussi un problème particulier pour les chrétiens, qui est cette émigration massive. C'est-à-dire que, par exemple, les minorités musulmanes, oui, ils ont souffert, oui, ils ont été persécutés par Daesh, mais leur survie en tant que groupe homogène dans ce pays, en Irak, n'est pas menacée comme celle des chrétiens. Donc, il y a un problème particulier pour les chrétiens, et c'est vrai ça a été quand même déjà un gros combat d'imposer ce vocabulaire. Et il y a eu un changement. Après, pour des actions
concrètes, hélas, je ne suis pas sûr que ça soit tellement la priorité des puissances, quelles qu'elles soient, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, etc. Parce qu'en fait, il y a des enjeux géopolitiques importants. Énorme, et comme d'habitude, les actions humaines, humanitaires sont quand même plutôt un prétexte. C'est clair que la réelle politique, de ce point de vue, ne met pas ça en priorité absolue, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, exactement. Et comme le jeu est, comme vous le savez, l'axe chiite, l'axe sunnite, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Égypte d'un autre côté, Israël, etc., c'est vrai que l'action est très très compliquée. Oui, moi je suis persuadé qu'aucun, il n'y a pas d'un côté, par exemple, d'aucuns disent les Russes viennent au secours des chrétiens d'Orient. Non, je pense que c'est entièrement faux. Peut-être que la politique russe peut avoir certaines conséquences positives, mais c'est sûrement pas la motivation de la politique russe que de venir aider les chrétiens d'Orient. En tout cas, pas la motivation principale, pas plus que celle des États-Unis d'ailleurs. Oui, j'allais vous dire, l'Amérique non plus. Enfin, c'est pas ce qui les motive. On pourrait se poser des questions sur l'Europe, mais enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Est-ce qu'il y a une politique Est-ce qu'il y a une politique, effectivement, française ou européenne sur les chrétiens d'Orient? Je ne crois pas. Mais en attendant, vous faites votre travail, et vous faites un très très bon travail, c'est clair. Qu'est-ce qui peut se passer, je dirais, au niveau de ce que j'appellerais les convictions, etc. C'est-à-dire que on se demande aujourd'hui, vous savez, on parlait beaucoup en France de partition, d'archipélisation, ce que dit Jérôme Fourquet de l'IFOP. Est-ce que le Moyen-Orient, au fond, on ne va pas vers Israël, pays identitaire, le Liban qui reste quand même avec une très forte, je dirais pas majorité, mais enfin une population chrétienne qui reste quand même forte, un tiers de la population. Une majorité relative. Une majorité relative, mais forte. C'est le seul pays arabe, enfin en tout cas, certains diraient bon, il n'est pas arabophone, disons, qui est avec une population extrêmement importante et qui joue un rôle très important, que ce soit au pouvoir ou ailleurs, de chrétiens. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il y avait, et j'aimerais avoir comme ça votre opinion, il y avait, vous savez, des gens disaient, mais pourquoi on ne ferait pas, des pays entièrement chrétiens, comme le Liban, etc., enfin entièrement, sans expulser une partie de la population, mais est-ce que ça va, est-ce que le problème identitaire va se retrouver au premier plan, à un moment donné, dans la répartition? Je parle des Kurdes, etc. En fait, je crois qu'il faut quand même pas tout mélanger, et il y a des situations qui sont pas tellement comparables, et de comparer la situation de la France ou de l'Europe avec celle du Liban ou du Proche-Orient, c'est assez différent pour une bonne raison. C'est que déjà, par exemple, au Liban, c'est un seul peuple et qui vivent ensemble depuis des siècles. C'est pas tout à fait la même chose avec la France, où on voit des populations qui arrivent massivement, qui ne parlent pas la même langue. Alors il y a la question religieuse, mais il y a pas que ça. Il y a aussi un problème culturel massif, etc. Au Liban, c'est quand même un seul peuple qui vit ensemble depuis des siècles, avec des massacres régulièrement, avec des tragédies, des guerres civiles, etc. Faut pas le nier. Je ne propage pas une vision angélique. Tout se passait bien avant Daesh, c'est pas le cas. Mais quand même, c'est un seul peuple. Et pareil en Syrie et en Irak. Alors même s'il y a aussi des minorités comme les Arméniens, comme les Kurdes, etc. L'immense majorité, même la majorité des chrétiens, sont arabophones de naissance et donc se sentent partie de cette nation. Se sentent partie du peuple syrien, du peuple irakien, etc. Exactement. Oui. Donc on est quand même dans une situation différente. Et d'ailleurs, ces chrétiens qui sont la minorité sont toujours très patriotes. Et on regarde le taux d'engagement dans l'armée, etc. Notamment, souvenez-vous du temps de Saddam Hussein en Irak, qui était en guerre incessante contre ses voisins. Eh bien, les chrétiens étaient des citoyens modèles. Ils allaient à l'armée comme tout le monde, voire même plus que tout le monde. Et en fait, ça continue. Les chrétiens sont vraiment exemplaires comme citoyens, comme nationaux. Donc, on est vraiment dans une situation très différente de celle que nous pouvons vivre. Après, le projet de partition, c'est un vieux projet. Il faut quand même se souvenir que du temps du mandat français sur la Syrie, il y avait déjà eu ce projet de découper la Syrie entre l'État alaouite, l'État druze, la Syrie du Nord, la Syrie du Sud, et puis de regrouper tous les chrétiens au Liban. Ça n'a pas marché. À mon avis, ça ne peut pas tellement marcher. D'une part, du fait de l'imbrication. Ensuite, ça, à mon avis, ce n'est pas souhaitable, notamment pour les chrétiens, parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'ils se retrouveraient dans des petits villages isolés. Et en fait, on ne peut pas vivre enfermé dans son village. Dès qu'on grandit, des ghettos. Dès qu'on grandit, on doit aller à l'université, on doit aller à la ville pour commercer, pour travailler. Bien sûr. C'est impossible. En fait, nous, tout notre travail, c'est de travailler au renforcement et au maintien de la société telle qu'elle existe. Après, si, hélas, un jour, ça doit exploser, je pense qu'on n'y pourra rien. Mais pour l'instant, c'est quand même assez impressionnant de voir que la société tient malgré ces années de guerre. Et ça, c'est très intéressant. Je voudrais reparler de la francophonie. On en a parlé dans la première partie de l'émission, Benjamin Blanchard. Vous faites beaucoup de choses aussi pour la francophonie. Est-ce qu'elle est encore là ?
bien dans les territoires où vous êtes allés, que ce soit en Syrie, en Irak, c'est pas le cas, c'est plutôt anglophone, bien sûr. Mais en Syrie. En Syrie, en Égypte aussi. En Égypte, c'est très impressionnant. Ouais. C'était une vraie surprise parce qu'il y a... Je ne savais pas en fait qu'il y avait cette tradition francophone, mais en Égypte, beaucoup d'écoles enseignent le français, beaucoup d'écoles sont en français, notamment dans les écoles religieuses chrétiennes et notamment catholiques. Ah oui, ils enseignent en français. Voilà, ils enseignent en français et c'est vrai que déjà dans la bonne société, c'est quelque chose de très répandu, mais même dans les classes... Toujours actuellement, et même dans les classes populaires, il y a quand même, notamment chez les chrétiens, il y a cet intérêt pour la francophonie. Alors en Syrie, bien sûr, il y a un recul. Il y a un recul qui est déjà structurel, hein, c'est de partout. Déjà, les moyens consacrés à la francophonie sont en baisse depuis les... Et puis l'anglais est devenu la lingua franca, voilà. Exactement, donc en Syrie comme ailleurs, ce n'est pas une exception. Après, la francophonie tente de résister. Alors il y avait ces 2 lycées français à Alep et à Damas. Hélas, avec la guerre, la France a coupé tout soutien. Donc les 2 lycées continuent de survivre, mais par le seul soutien des parents d'élèves. Je me rappelle quand nous sommes allés à Damas et nous étions visité le lycée, tous les journaux et les livres s'étaient arrêtés en 2012. Il n'y avait plus rien. Ce qui était d'ailleurs pour moi une erreur. Et rappelez-vous, les hôpitaux aussi. Les hôpitaux avaient été construits par les Français et ils n'envoyaient pas les pièces manquantes. Donc c'était les Russes et les Chinois qui avaient remplacé. Tout à fait, tout à fait. Et alors donc ces lycées continuent à fonctionner. Il faut dire que depuis que ça s'est calmé, il y a une reprise des inscriptions. Donc au lycée français de Damas, les inscriptions ont réaugmenté, mais ça reste très cher et c'est plus du tout accessible à tout le monde puisqu'il n'y a plus le soutien de la France. Donc ce sont uniquement les parents d'élèves qui financent. Qui ont les moyens. Oui. Et voilà. Alors après, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a une annexe du lycée français d'Alep qui a ouvert à Tartous, sur la côte, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Alep qui se sont réfugiés à Tartous à cause des difficultés d'Alep. Et ce lycée, la première année, l'an dernier, avait pratiquement 50 inscrits, et je crois que cette année, ça a pratiquement doublé. Donc quand on dit lycée, en fait, c'est une école globale. Donc il y a une reprise un peu de l'enseignement. Voilà. Et là, ça manque de professeurs français. Donc ce sont souvent des Syriens francophones qui enseignent pour les raisons que l'on connaît, puisque la France n'envoyant plus d'expatriés là-bas... Ça continue le blocus. Enfin, oui, tout à fait. Ça continue. Tout à fait. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a ouvert ce centre culturel à Alep ? C'est parce qu'il y avait un très gros centre culturel français qui est fermé depuis 2012 et il y avait une demande. Et en fait, on a des mois de liste d'attente pour nos cours de français. Et c'est tous âges, à la fois des jeunes et des moins jeunes. Donc, et l'italien, dès qu'on a ouvert l'italien, c'était, je crois qu'on a pour 6 cours d'avance de préinscription. Oui, c'est fou parce que là, effectivement, enfin, je veux dire. Moi, très sincèrement, on ne renforce pas un régime quand on enlève une langue comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi, si vous voulez, cette présence française, en tout cas, que je comprends, on ne veut pas fournir des armes, on ne veut pas ceci, là, tout à fait. Même un blocus économique, je le comprends, mais un blocus culturel, c'est quand même assez hallucinant. Surtout que les langues étrangères, et notamment le français, sont des vecteurs d'ouverture, en fait. Et quand on lit des journaux français, c'est aussi lire d'autres opinions que ce qu'on peut lire. Alors, est-ce que d'arrêter d'envoyer une presse française qui, en plus, diverse, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas un grand soutien du gouvernement syrien, est-ce que de cesser d'envoyer cette presse, c'est aider contre le gouvernement, je ne sais pas. Oui, c'est pas c'est pas très acéré tout ça et très intelligent. En fait, donc vous palliez à ce besoin et ça c'est très important. Vous actuellement, vous continuez, c'est-à-dire vous êtes sur combien de pays maintenant ? Alors on a des volontaires, des équipes en permanence qui travaillent en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie et en Égypte. Alors je donne l'ordre de création des missions. Et puis également on a un projet au Pakistan et puis on a 2 petits projets en Arménie et en Éthiopie. Mais là on n'a pas de personne sur place. Et Benjamin Blanchard, si on veut vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a plein de possibilités. La première, c'est de partir comme volontaire, donc de nous contacter, soschrétiendorient.fr, ou alors de nous soutenir si on ne peut pas partir financièrement. Donc là aussi, sur notre site internet ou à notre secrétariat soschrétiendorient.fr. Merci. Merci André Berkoff. Merci Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. On rappelle que vous publiez ce livre, Entretien au secours des chrétiens d'Orient, aux éditions Via Romana. Merci à vous André Berkoff, dans tous ces états, de retour demain midi. Une émission à retrouver en podcast sur Sud Radio, sur YouTube et sur Facebook notamment. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit le grand présentateur Jean-Claude Narcy qui commentera les commémorations du débarquement encore cette année. Bon après-midi sur Sud Radio.